Bonjour à vous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler avec Stéphane. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Donc tu étais venu il y a quelques temps, en 2017, pour expliquer un petit peu ton parcours d'investisseur. Donc je vous ai mis le lien de la vidéo juste en dessous. Mais depuis, il y a eu pas mal de changements en fait dans ta vie. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà d'où tu viens, ce que tu fais et puis comment ton parcours d'investisseur a évolué depuis tout ce temps? Donc moi à l'origine je viens de région parisienne, donc j'ai découvert l'investissement immobilier en arrivant dans la région nantaise. Donc j'ai vu que les prix étaient abordables et qu'il y avait des possibilités d'investissement très rentables. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à me former, à regarder des vidéos sur internet, je suis tombé sur Étienne, j'ai acheté ses formations, ça m'a fait un petit peu un déclic et je me suis lancé dans l'investissement à peu près en fin 2016 quoi. Début 2017, donc c'était là où on s'est rencontrés, nous, à peu près fin 2017. Et puis j'avais commencé à investir dans des petits immeubles de rapport. D'accord. Donc 1, puis 2, puis 3, etc. J'ai multiplié un petit peu tout ça. Et puis ça s'est avéré payant et puis rentable. Et voilà, ça m'a permis de me lancer, de me passionner pour ça, de me lancer vraiment là-dedans et puis d'en faire pratiquement un deuxième métier, puisque je suis professeur de PS à l'origine. Activité que je suis en train de laisser de côté de plus en plus, disons que je suis passé à mi-temps. Voilà, et puis de me passionner pour ça, et puis de vouloir investir de plus en plus, donc plusieurs immeubles. Et puis pour évoluer ensuite. Donc tu as commencé directement par des immeubles? J'ai commencé par une maison que j'ai coupée en 3. D'accord. Puis un petit immeuble de rapport que j'ai acheté à un très bas prix, à 18 000 €. Donc avec tout à casser, on l'a encore visité ce matin. Où il y avait tout à refaire, à peu près 90 000 € de travaux. Il y avait combien d'appartements? Il y a 5 appartements et un commerce. D'accord. Et le commerce aujourd'hui est loué? Non, le commerce je l'ai pas compté, donc je verrai ce que j'en fais un petit peu après. Pour l'instant, j'optimise déjà tout ça bien. 5 appartements, et voilà, donc ça me fait une rentabilité. Alors je compte pas beaucoup en rentabilité, moi, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien les chiffres. C'est à peu près 18%, donc c'est voilà, c'est très intéressant. Et tu as eu un petit souci, il me semble. Ah, j'ai eu plein de soucis. Oui. C'est que du bonheur. Oui, l'immobilier, c'est vivant, comme on dit. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, faut pas croire que tout est facile, mais ça fait partie du métier, et quand il y a un problème, il faut réagir tout de suite et le résoudre, surtout pas laisser traîner. Voilà, j'ai eu des problèmes sur les chantiers, beaucoup avec des artisans, donc j'ai mis longtemps à trouver mon équipe d'artisans. Maintenant je la lâche pas et je les bichonne. Et puis oui, des petits problèmes avec des locataires comme tout le monde. Voilà. Alors pas vraiment beaucoup d'impayés, mais ça va être plus des petits dégâts des eaux, etc. Bon, à gérer des petites choses. Mais voilà, un petit peu comme ça vous arrive chez vous, quand il y a un problème comme ça, vous appelez le corps de métier qui correspond, et puis voilà, on résout les problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une petite réserve de trésorerie. Évidemment, on ne le redira jamais assez. Il ne faut pas se lancer dans des immeubles si on est à 0. Avec du 18%, elle est vite. On en fait vite, ouais. Et du coup, en fait, est-ce que tu fais gérer par une agence? Est-ce que c'est toi qui gères? Est-ce que c'est un petit mélange? Ouais, je fais gérer par une agence. D'accord. Donc maintenant, je suis arrivé à 7 immeubles. Donc évidemment, je ne peux pas tout faire tout seul. Je fais gérer par une agence, mais je suis toujours derrière pour vérifier, et de toute façon, voilà, l'agence, on n'est qu'un business parmi les autres. Voilà, on n'est pas le seul client, ils n'ont pas que ça à faire. Donc des fois, il faut quand même être derrière pour vérifier, et on a quand même des appels de locataires. Bon, dans la mesure du possible, j'essaye de retransmettre à l'agence quand c'est possible. Mais quand il faut le résoudre, je le fais, tout simplement. Oui, bien sûr. De toute façon, ça n'empêche pas le contrôle, le fait d'avoir quelqu'un qui gère. Au contraire, d'ailleurs, même. Non, il faut être derrière. Parce que voilà, la confiance n'empêche pas le contrôle. Exactement. Et en termes de fiscalité, du coup, sur quelle fiscalité t'es parti? Location nue, meublé, SCI/LIS? Alors, je suis parti sur moi, ma spécialité, c'est les logements meublés. Donc les immeubles meublés en petite province, on va dire, voilà, dans les villes entre 5 000 et 30 000 habitants. Et je suis parti sur une fiscalité, donc je dédouble la moitié en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, donc c'est des logements meublés qui vous permettent de défiscaliser, notamment dû à l'amortissement. Je pense qu'Étienne a fait des vidéos là-dessus.
Allez voir ces vidéos, elles sont très bien expliquées. Et en SCI à l'IS, donc j'ai créé donc 2 SCI, voilà, pour répartir mes immeubles afin d'alléger une fiscalité. Voilà, bah ça marche pas mal parce que d'avoir un bon cash flow et d'éviter. Voilà, donc j'ai pas de fiscalité. Enfin, je paye pas d'impôt. D'accord. Voilà. Ok. Et du fait de l'amortissement dans le LNP et aussi du fait du fonctionnement de la SCI de l'autre côté. LS, le fait de, c'est toi qui m'as appris ce terme-là, d'encapsuler ton assiette fiscale. Exactement. J'avais adoré ce terme. D'ailleurs, quand tu sors au banquier, ça fait. Oui. Donc, tu as réussi. Combien d'immeubles? Tu m'as dit 7 immeubles, c'est ça? 7 immeubles, ça fait combien de lots au total? Ça fait 40 lots à peu près. 40 lots. Et 40 tout ça a démarré en 2016, c'est-à-dire il y a. Ouais, enfin en 2016, les premières démarches et le premier achat en 2017. Ouais. D'accord, ça fait moins de 3 ans. Voilà, 3 ans. Ça fait une belle performance. Et tout ça avec un salaire. Un salaire de prof, voilà, 2000, 2400 euros quoi. D'accord. Et est-ce que tu as eu des soucis finalement pour financer tous ces biens ou est-ce que au contraire ça a été assez facile? Alors, au début, il a fallu faire comprendre ça aux banquiers, hein, parce que c'est des commerciaux qui sont très performants sur les produits financiers, mais pas forcément dans l'investissement. Hein, ça m'est arrivé à un directeur d'agence de lui expliquer ce que c'était une SCI à l'IS, parce qu'il ne connaissait pas. Hein, enfin, bon, tout le monde n'est pas obligé de connaître. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça a été compliqué de trouver le premier banquier qui va comprendre et qui avait la qualité, qui est toujours aussi un ami maintenant, j'ai fait un barbecue avec lui cette semaine, qui est investisseur immobilier dans les immeubles de rapport, en petite province lui aussi. Ok, donc finalement, vous comprenez. Voilà. C'est toujours le même banquier. Alors, c'est pas toujours le même banquier, parce que des fois, il me dit de me calmer un petit peu, parce que vous comprenez bien qu'en avoir 7 en 3 ans, il va pas me financer les 7. Le problème, c'est qu'ils ont des systèmes d'alerte, hein, tout simplement. On commence à avoir trop d'encours. Sur une seule tête, voilà. Tout simplement. Donc j'ai diversifié dans 2 autres banques, en fait, voilà, qui m'ont fait confiance. Mais quand il y a un gros investissement ou quelque chose de très rentable, c'est lui que je vais voir, puisque je sais que c'est lui qui va comprendre tout de suite ce que je fais et qui va me suivre. Donc globalement, il te dit de te calmer et 6 mois plus tard, il dit ok, c'est bon. Ouais, même moins que ça. De toute façon, c'est souvent un cycle. Hein. Quand un banquier nous dit de nous calmer, généralement, c'est que c'est pour un certain temps. Voilà. Enfin bon, il m'a dit de me calmer, mais il m'a dit aussi qu'un jour on investirait ensemble. Quoi. Ah, d'accord, ça c'est bon signe aussi. Du coup, le financement a plus de chances de passer. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même un plus à avoir un banquier qui comprend la position de l'investisseur finalement. Ouais, je pense que dans une équipe, hein, il faut construire une dream team. Dans l'investissement, hein, on va en fait manager plusieurs professions, que ce soit les artisans, les notaires, les agents immobiliers. Voilà, enfin, il y a énormément de monde quand même qui tourne autour de l'immobilier. Faut construire une bonne équipe, mais pour moi les 2 plus importants sont le chef de chantier, enfin l'artisan, et le banquier. D'accord. Le chef de chantier justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la manière de recruter justement? Comment on sélectionne les meilleurs artisans? Il n'y a pas plus bon recrutement que le terrain, que de lui laisser sa chance sur un bien et de voir comment il va le gérer. Et puis bon, lui est investisseur aussi, il a 5 SCI, donc il comprend aussi ce que je fais. Et il comprend tes attentes. Quoi. Voilà, il comprend aussi, donc ça aide aussi beaucoup. Il me fait des prix qui sont quand même très intéressants. Par contre, voilà, il sait que je suis un bon client, que je paye rubis sur l'ongle, que quand il faut leur faire des cadeaux, je suis là. Voilà, là ils ont eu la crise du Covid. J'ai continué à les payer comme si, alors qu'ils avaient arrêté. Alors voilà. C'est ce qui a sauvé un petit peu aussi la boîte. La trésorerie. Donc en fait c'est une relation de confiance. De toute façon n'importe quelle relation on le sait, hein, c'est gagnant-gagnant. Il a compris qu'il fallait pas qu'il gonfle trop les prix, mais qu'avec moi il aurait du boulot tout le temps. Donc c'est l'avantage parce que c'est vrai que pendant cette crise-là, on a vu que finalement tout s'est arrêté. Si on a du boulot, c'est un peu le moment, nous, en tant qu'investisseurs, à leur donner un petit peu de l'air. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Donc voilà, gagnant-gagnant.
clients, lui, il me fait mes biens. Alors ça prend un petit peu de retard et tout, mais du coup, voilà, je m'énerve jamais contre eux. Ils sont un peu en retard, c'est pas grave, je mets pas de pénalité. Il y a une prise qui est pas tout à fait au bon endroit. Bon, il faut pas rentrer en conflit. Les artisans sont un petit peu susceptibles. Leur donner un peu de la confiance. Voilà. C'est comme finalement, il faut leur montrer ce qui va pas et puis sans défaut. Parce que voilà, le problème c'est que un conflit avec une personne dans le milieu du bâtiment, le milieu du bâtiment n'est pas du tout le même milieu que l'investissement. Oui, puis ils sont plus musclés en général. non, puis peut-être un peu moins tolérants des fois. Enfin, voilà. Donc, ces personnes même s'entendent dire qu'on a mal fait son boulot. Voilà. Donc il faut être très diplomate, mais c'est aussi intéressant de manager, c'est qu'il va avoir un vocabulaire avec le notaire. Qui ne sera pas du tout le même avec les artisans ou le banquier. On est sur le terrain. Voilà. Mais donc c'est ça, la puissance d'un investisseur, c'est qu'il doit avoir l'intelligence de connaître les métiers sans savoir les faire. Hein. Moi, ma comptable, j'y connais rien du tout. Voilà, les actes notariés qui font 500 pages, bon, faut les lire, c'est pas marrant, mais ça fait partie, ça faut vraiment lire toutes les lignes. Et quand on comprend pas, faut demander. Mais il faut adapter son vocabulaire et s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait, essayer de comprendre sa problématique, sa profession, en quoi elle consiste. Donc c'est-à-dire, voilà, moi je ne fais pas sa profession, je ne suis pas comptable, je ne suis pas artisan, je ne suis pas notaire, je ne suis pas banquier, mais par contre je comprends qu'est-ce que lui a à gagner à travailler avec moi. Qu'est-ce qu'il cherche et quel est son objectif. Voilà. Et en lui donnant ce que lui va vouloir, lui il va me donner ce que moi je cherche, c'est-à-dire pouvoir continuer à investir. D'accord. Et alors, est-ce que la crise qu'on a vécue, qui a été très intense, on l'a dit sur les artisans, mais sur finalement tout le monde, y compris les investisseurs, qu'est-ce que tu peux en retirer? Est-ce que tu changerais ta manière d'investir? Est-ce que ça te conforte? Et comment tu vois les choses? Et comment tu vois les choses justement dans les années à venir? D'accord. Bon, on dit toujours qu'un investisseur, il doit avoir le mindset. Hein, et anticiper un petit peu. Donc évidemment, ceux qui n'avaient pas de trésorerie ou ceux qui ont tout misé sur la location courte durée, pendant ces 2 mois tout du moins, ils ont dû avoir quand même des problèmes. Moi, j'ai pas eu de problème d'impayé. J'ai eu qu'un impayé sur mes 40 appartements, donc, ce qui n'est pas énorme. D'ailleurs, il a payé dernièrement, donc finalement, il n'y en a plus. Par contre, là, je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de départs après. Là, cette semaine, j'ai eu 4 locataires qui m'ont donné leur préavis. Okay. Donc, c'est un petit peu le retour parce que comme les écoles sont fermées, comme le confinement... Oui, il n'y a pas eu de changement pendant les 3-4 derniers mois, donc tout se concentre maintenant. En fait, voilà. Mais bon, c'est pas grave, puisque je vais retrouver d'autres locataires. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui coupait les ponts et qui payait plus, etc. Par contre, moi, j'ai fait une petite analyse là-dessus, c'est-à-dire que comme il y a eu le confinement, on s'est rendu compte que l'utilité du télétravail. Oui. D'accord. Et le télétravail, ça a peut-être un petit peu bouleversé un petit peu, c'est que mon avis, l'immobilier, tout simplement parce que on se rend compte maintenant que est-ce qu'il y a vraiment besoin d'investir dans les centres-villes et d'habiter dans les centres-villes ou proche en banlieue où on va se taper des bouchons et on va se taper du transport, du stress. Si on peut bosser, par exemple à Paris, qu'une fois par semaine. Et on peut être en télétravail chez soi, s'occuper de ses proches aussi. Alors même si c'est pas évident pour tout le monde de bosser en télétravail avec les enfants. Sûr. Ça dépend de l'âge des enfants. Voilà. Mais voilà, en fait, donc cette analyse, elle peut être positive. On dit chaque épreuve est une opportunité. Pour les investisseurs qui vont aller chercher dans les petites villes de province, ils vont pas avoir, je pense, de difficultés pour louer. Et pourquoi aller vivre en région parisienne ou en région, je sais pas, proche d'une grande ville où on va payer très cher le mètre carré, alors qu'on pourrait vivre à 1 heure de route de là et payer 5 fois moins cher son logement. Et donc avoir un jardin. Avec le confinement, on s'est rendu compte de l'utilité d'un jardin. J'en ai dans mes immeubles et mes locataires m'en remerciaient. Et voilà, pourquoi aller s'embêter à payer 10 000 € du mètre carré à Paris, alors qu'on pourrait vivre, je sais pas, à 2 heures de Paris et y aller peut-être qu'une fois par semaine ou... Oui, bien sûr. On a vu un grand changement. Par exemple, il y a des agences en province, dans les petites villes de province, qui ont vu débarquer finalement une grande masse de personnes qui habitaient dans les centres-villes, qui étaient plutôt citadins, qui se sont dit bon, maintenant on va aller voir un petit peu ailleurs si c'est pas mieux, quoi, s'il y a quelque chose. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient franchi le pas je dirais ces 2 dernières semaines, 3 dernières semaines, et qui sont en train de franchir le pas d'aller en province, quoi. Donc on verra la suite nous dira s'il y a une évolution dans l'immobilier, mais je pense que ça peut jouer. Alors voilà, c'est mon avis comme je le dis, mais voilà, en tous les cas, moi
comme toi qui investis dans ce genre d'immeuble en petite province, bah pour l'instant, c'est bon signe pour nous, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux, j'irais, donner un petit peu un conseil justement pour, enfin, quel est ton plus meilleur conseil finalement pour celui qui n'a pas investi ou qui a déjà un appartement ou deux, mais qui voudrait passer à la vitesse supérieure? Bah, enfin, pour moi, l'essentiel, c'est 3 points. C'est premièrement se former. Vraiment, faut pas hésiter à investir sur soi-même, à aller payer des formations, à aller prendre des bouquins, à aller dans des séminaires pour rencontrer des gens. Et là vient le deuxième critère, c'est s'entourer. D'accord. S'entourer, donc non seulement constituer ton équipe qui va monter tes immeubles, mais aussi côtoyer, comme nous on fait à s'appeler de temps en temps, voilà, des gens qui ont déjà investi, qui ont déjà réussi et qui ont déjà échoué. Avant aussi, très important, puisque c'est par l'échec qu'on apprend beaucoup pour éviter de refaire les mêmes erreurs. C'est ça. Essayer d'épurer, il y aura toujours des erreurs de fait, mais elles seront moindres, elles seront moins coûteuses aussi. Et puis la troisième, c'est la plus dure, c'est de se lancer, quoi. Puisqu'il n'y a pas meilleur endroit d'apprentissage que le terrain. C'est ça. Et on apprend vraiment de ses erreurs. Tout ne peut pas être parfait. L'affaire du siècle, elle n'existe pas, ou alors une fois par siècle. Donc ça sert à rien le mouton à 5 pattes, ce que tu appelles. Ça sert à rien d'aller le chercher, d'essayer de le débusquer partout. On va peut-être attendre tellement longtemps avant de le trouver, qu'on va jamais investir. Surtout qu'on ne sera pas en capacité de le reconnaître quand il arrivera. Peut-être, oui. Aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a du hasard, et le hasard fait bien les choses. Donc, si on attend trop longtemps, au bout d'un moment, on se désactive quelque part. Voilà. Donc, voilà, tu vois, ces trois conseils-là pour quelqu'un qui aurait un appartement ou qui voudrait se lancer mais qui hésite. Voilà, faut pas qu'il hésite d'abord à pas se précipiter, à commencer par des bouquins, des formations en ligne, beaucoup de vidéos YouTube. Moi, j'en mange tout le temps. Oui, il y a de la matière. Il y a de la matière, oui, mais voilà. Et puis voilà. Enfin, moi, quand je vais courir ou quand je suis en voiture, que j'ai 1 heure de route, j'écoute des investisseurs. Et au bout d'un moment, mon cerveau va commencer à se formater. Exactement. Et ça va devenir un petit peu évident. Je vois des choses que je voyais pas avant. En baladant dans la rue, je vais voir des panneaux à vendre, je les voyais pas avant. Quand je passais devant tous les jours. Voilà, ça va un petit peu éveiller mon cerveau et ça va m'aider. Donc du coup, ça va donner envie de moi de transmettre ça, parce que je suis prof aussi à l'origine, donc j'aime bien transmettre. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus me demander des conseils. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, je pourrais peut-être aider des gens, quoi. Je mettrai tes coordonnées justement. J'ai créé j'ai créé une société d'accompagnement d'investisseurs, donc on est coaching. Pour spécialiser dans les immeubles de rapport. Voilà, moi je suis pas spécialiste de coloc ou de Airbnb ou quoi. Si investissement immobilier dans du basique, je peux. Tu connais très bien les immeubles de rapport. Après les autres spécialités, c'est pas forcément ton truc. Voilà. Et puis j'ai pas la prétention. Enfin voilà, je vais pas faire une formation sur quelque chose que je connais qu'à moitié. Là j'ai 7 immeubles. Je pense que j'ai eu assez de galères pour comprendre un petit peu ce qu'on pouvait éviter comme galère. Et donc maintenant je me suis lancé. Ça y est, j'ai mes premiers clients pour pouvoir les accompagner dans les immeubles de rapport. Et j'ai été contacté par un éditeur pour écrire un bouquin. D'accord. Donc j'ai commencé là pendant le confinement. On va suivre ça. C'est vrai que ça donne quelque part une vision très précise de la suite. Tu sais où tu vas, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà. Quels sont tes objectifs, je dirais, à moyen et long terme? Donc c'était ça déjà, de rendre pérenne ma société, d'arrêter. J'espère que mes collègues n'entendent pas. D'arrêter ma profession, qui est pourtant une profession facile, prof de PS. Oui, après c'est une question de. On a plusieurs vies. Je suis passé à autre chose un petit peu, quoi. Voilà, j'ai plus la passion comme je l'ai eu avant. J'ai plus envie de donner mon temps. Le déclic, ça a été quand j'ai eu mes filles, un petit peu, le fait que qu'est-ce que je vais leur laisser. Elles ont 4 et 6 ans maintenant. D'accord. Effectivement, c'est des âges. Mes premières réflexions, c'est en attendant l'accouchement. Ça n'a pas plu trop à ma femme. Non, mais après, quelque part, c'est un âge où on se rend compte que finalement la vie passe très vite. On se rend compte finalement que notre passion, c'est très important. D'avoir un rêve, de le poursuivre et d'avancer, c'est quand même primordial. Et de savoir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une maturité qui se fait, notamment quand on est papa. Ça vient pas ça vient pas à 20 ans, ça vient pas à 15 ans. Et ça vient après 20-25 ans de carrière où on a fait le tour.
voilà, on a envie un peu, un peu d'évoluer. Et donc voilà, pour les objectifs, ce serait voilà, avoir des investisseurs, les accompagner pour arrêter complètement mon activité de prof. Bon, de toute façon, avec l'immobilier derrière, ce qui est important, c'est de se construire un parachute pour pouvoir monter une société si ça marche pas. Voilà, j'ai pas besoin de ça pour vivre, quoi. Si je le fais, c'est par passion et pour aider les autres. C'est ça. Alors évidemment, ça a un coût parce qu'il faut investir dans sa formation, mais c'est pas le but, quoi. Voilà. D'accord. Ok, je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Merci Étienne. On a vu que finalement tu as changé de vie finalement. Voilà, j'ai évolué. Mais je tiens à te le dire parce que voilà, il y en a pas beaucoup qui le disent, mais je te dois beaucoup là-dessus puisque c'est un peu toi qui m'as révélé à l'investissement. Les premières formations que j'ai achetées, c'est les tiennes. J'attends ton bouquin toujours avec impatience. Il est en préparation. J'en ai pas encore trop parlé, mais il est en préparation. Voilà, c'est bien. Voilà, exclusivité mondiale, le bouquin d'Étienne Brand. Et donc voilà, moi je tiens vraiment à te remercier là-dessus parce que ça a bouleversé ma vie, quoi. Voilà, c'est devenu une passion et c'est l'investissement immobilier, c'est quelque chose de génial. C'est que du bon sens. Oui, c'est ça. Voilà, il faut un peu de cran quand même. Il faut savoir gérer les problèmes, c'est le plus dur. Voilà. C'est ça. Affronter les problèmes, c'est ça qui fait peur aux gens, en fait, je crois. Et finalement, si on arrive à bien gérer tout ça, ça se passe très bien. Et finalement, on a la peur, change de camp quelque part. On n'a plus peur d'avoir un impayé ou plus peur d'avoir des dégâts des eaux, des choses comme ça. Parce qu'on a anticipé. Oui, et puis comme tu le disais très bien, ce qui compte c'est le terrain. Et donc la première fois que ça nous arrive un dégât des eaux, comment on gère, etc. La deuxième fois, troisième fois, en fait déjà on apprend à déléguer. Mais finalement, ça devient courant. Ça fait partie du métier. Voilà, c'est un métier. C'est un métier où le but, c'est quand même de résoudre des problèmes. Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que 20 ans plus tard, ce métier, il rapporte encore plus. C'est vrai que c'est long. 20 ans, je conçois que ça peut être assez long, mais effectivement, la récompense derrière, c'est que, en fait, on est libre à vie. Et 20 ans, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Et puis on peut être, alors même si on n'est pas totalement libre, on peut être au moins indépendant et arrêter sa profession si elle nous plaît pas, ou la continuer à temps partiel, quand même assez en moins de 10 ans, je pense. Et puis pour être vraiment avoir assuré sa retraite aussi, parce que c'est ça le but. C'est aussi ça qui m'a un peu veillé à ça, le fait qu'on aurait des difficultés à avoir une retraite correcte. En restant optimiste. Regardez les vidéos d'Étienne, ça va plus loin que ça aussi. Mais c'est ça, assurer son avenir, pouvoir tenter des choses avec un parachute derrière. C'est ça important. Et l'immobilier, c'est le parachute. C'est ça. Voilà, qui va nous laisser du temps, qui va nous acheter finalement ce qu'on cherche le plus, la liberté. J'ai également une question pour toi. Est-ce que tu as rencontré des gens qui n'étaient pas faits pour l'immobilier, qui se sont lancés ou qui ont voulu se lancer et finalement ça n'a pas marché? Parce que souvent de fois on parle des gens qui ont réussi. C'est vrai que sur YouTube finalement il n'y a que ça. Est-ce que tu as rencontré finalement des gens pour qui l'immobilier était absolument pas fait? Oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super l'immobilier parce qu'ils voient des vidéos sur YouTube. C'est très bien. Et ils veulent investir en voyant des vidéos sur YouTube. Mais ils n'ont pas investi plus loin que juste se former un petit peu puis un ou deux bouquins. Et ils disent que tout va marcher. Donc finalement, premièrement, les gens qui se plantent, c'est les gens qui ne se sont pas formés. Voilà. Ça, j'en ai connu. Et après, c'est quand même pas donné à tout le monde d'aller dire à un artisan qu'il a mal placé sa prise, d'aller dire qu'à un notaire que la clause la clause, c'est pas celle-là que vous désirez. Voilà, il faut quand même manager une équipe. C'est quand même un rôle de manager, celui d'investisseur. Et ça, on s'en rend pas compte. Non, on n'est pas à la bourse où on va mettre des sous et puis on attend que ça pousse. Non, il faut le faire pousser. Il faut entretenir son jardin. Et ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc j'ai rencontré des gens, en effet, qui croyaient pouvoir y arriver tout seuls et puis qui n'arrivaient pas à obtenir leur prêt et ne comprenaient pas pourquoi. Ils n'étaient pas assez formés pour le faire. Voilà, et puis pas assez blindés dans leur tête. C'est-à-dire que prendre un refus bancaire, vous le verrez dans beaucoup de blogueurs, y a des gens qui ont pris 20-30 refus avant d'être acceptés. Mais c'est au 29e qu'ils ont réussi à l'avoir.
c'est ça. Et ils se sont lancés maintenant, ils écrivent des bouquins, ils font des formations, et voilà. Donc, faut vraiment, c'est la persévérance aussi. Tout le monde n'est pas la résilience, la persévérance. Ouais. Tout le monde. Résilience. Ouais. D'accord. Écoute, merci Stéphane pour ton témoignage. 3 ans après, on a vu que tu étais toujours aussi motivé. On a vu que c'est une passion. Hein, donc, voilà, merci d'être venu jusqu'à moi. Et écoute, je mettrai les coordonnées de Stéphane juste en dessous, hein, si vous voulez aller plus loin, le contacter. Hein. Je pense que c'est... voilà, vous avez pu voir un petit peu que ça vient du cœur. Donc voilà, écoute, je te remercie et j'espère qu'on va se refaire une vidéo très bientôt. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.